Cap sur l'édition de l'information de ce mardi sur A12 Télévision. Voici le sommaire de ce journal. Dans exactement 14 jours, les Ivoiriens seront situés sur les intentions du chef de l'État pour la présidentielle 2025 que décidera Alassane Ouattara lors de son adresse au Congrès le 18 juin. L'analyse en début d'édition. Séoul décaisse 600 milliards de francs CFA pour le financement de projets d'infrastructure en Côte d'Ivoire. L'accord a été signé dimanche dans la capitale coréenne entre des représentants des gouvernements sud-coréens et ivoiriens. Et au Kenya, les recherches en vue de retrouver d'autres dépouilles de victimes du massacre de Shakahola ont repris ce lundi. Les autorités espèrent retrouver la totalité des centaines de chrétiens évangéliques tués suite à un jeûne décrété par leur pasteur pour voir Jésus. C'est l'une des grosses incertitudes de la future présidentielle en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État sortant, Alassane Ouattara, sera-t-il lui ou non candidat à sa propre succession en 2025, comme l'affirment ouvertement les cadres de son parti? La réponse dans 2 semaines, le 18 juin prochain. Mercredi 16 février 2022, de passage à Bruxelles en Belgique pour le 6e sommet Union Afrique-Union européenne, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, qui 16 mois plus tôt vient de se faire élire à la présidence de la République, dévoile ses intentions pour le scrutin présidentiel de 2025. Je ne suis pas à la recherche d'un job à 80 ans. Je souhaite que les Ivoiriens choisissent en 2025 quelqu'un de plus jeune que moi et mes prédécesseurs. 2 ans plus tard, le successeur de Laurent Gbagbo, bientôt 83 ans, est-il en passe d'opérer un revirement spectaculaire? Un scénario qui n'est pas exclu au regard de l'activisme des cadres de son parti, le RHDP, qui avec assurance martèle depuis quelques mois dans l'opinion publique la candidature indubitable du président sortant. Il faudra attendre le 18 juin, date à laquelle l'actuel chef d'État ivoirien a convoqué le Congrès pour se prononcer sur sa candidature à l'élection présidentielle de 2025 pour finir avec les spéculations ronflantes. Le brave Tché, comme le surnomment ses inconditionnels, sera-t-il le dernier des idoles à se lancer à la course à la magistrature suprême après le décès d'Henri Konan Bédié et face à un Laurent Gbagbo conditionnement inéligible? Rendez-vous dans 2 semaines. Laurent Gbagbo lui a été officiellement investi candidat par son parti depuis le 10 mai. Dans la dynamique de la campagne pour son retour aux affaires, le PPACI a lancé ce lundi l'opération CAP 2025. Des précisions dans cet élément. Tout comme le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP au pouvoir, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI met les bouchées doubles pour ramener son candidat Laurent Gbagbo aux affaires en 2025. Ce lundi 3 juin, Sébastien Dano-Djedje, président exécutif du parti, a procédé au siège du parti à Abidjan au lancement officiel de l'opération CAP 2025. Il s'agit pour cette formation de la gauche d'inonder par des actions concrètes de terrain toutes les régions et districts du pays afin de mobiliser ses militants et sympathisants dans la perspective de la bataille des urnes en octobre 2025. Cette opération, faut-il le souligner, se déroule alors que l'ex-chef d'État reste inéligible, frappé par une condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire du braquage de la BCAO survenue durant la crise post-électorale en 2011. 600 milliards de francs CFA, c'est le montant du prêt que le Fonds coréen de coopération pour le développement économique va octroyer à la Côte d'Ivoire pour le financement de projets structurants. Cet accord a fait l'objet d'une signature ce dimanche 2 juin à Séoul entre le chef de la diplomatie sud-coréenne Cho Tae-yul et ses homologues ivoiriens en charge des questions économiques. Reportage. La Côte d'Ivoire bénéficiera d'un prêt de 600 milliards de francs CFA du Fonds coréen de coopération pour le développement économique en vue de la réalisation de projets structurants sur la période 2024-2028. Cet accord de financement a fait l'objet ce dimanche 2 juin d'une signature de convention à Séoul entre les ministres ivoiriens des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, de l'économie et du plan et du développement, Nyale Kaba, et du ministre coréen des Affaires étrangères, Cho Tae-yul. Cet accord, qui intervenait en marge du premier sommet Afrique-Corée du Sud, devrait permettre la mise en œuvre de projets déterminants
dans des secteurs clés tels que les infrastructures, l'agriculture, la santé et l'économie. Les opérations de relocalisation des commerçants de bétail sur le site de l'ancienne case d'Adjamé se poursuivent. 48 heures après les violents affrontements entre Bouvier et forces de l'ordre, une équipe de la télévision ivoirienne s'est rendue sur les lieux pour en faire le constat. Aux encablures du pont Ferraille dans la commune d'Adjamé, un parc à bétail d'une superficie d'environ 22 hectares. Ce site à l'initiative du district autonome d'Abidjan est destiné à accueillir tous les commerçants de petits et gros ruminants de la capitale économique ivoirienne. Ils sont déjà nombreux à avoir posé leurs valises sur le nouveau parc à bétail. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici à Adjamé, sur ce grand espace. Je n'ai jamais vu, c'est la première fois. Donc, ça nous va droit au cœur. C'est aussi le lieu de remercier le gouvernement ivoirien, qui dans sa politique de satisfaire la population ivoirienne en matière de grands ruminants et petits ruminants, a voulu bien instruire le gouverneur du district de la ville d'Abidjan pour installer les acteurs de la filière viande bétail. Au nom du président de la filière bétail et viande de Côte d'Ivoire, Ibrahim Dao félicite le district autonome d'Abidjan pour ce nouveau site et invite tous les commerçants à y converger. Nous respectons ce que l'État de Côte d'Ivoire dit, puisque nous travaillons avec les lois et les règlements de la Côte d'Ivoire. Nous invitons à tout le monde, tous les acteurs, de venir ici. Et à la place, on va travailler. À quelques jours de la Tabaski, les acteurs de la filière bétail rassurent que le marché est suffisamment approvisionné pour faire face aux besoins des populations et surtout à des coûts raisonnables. L'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire n'est officiellement plus membre de l'Église méthodiste unie mondiale. Cette dissidence actée par une déclaration lue par le secrétaire général de la conférence de l'EMUCI intervient en réaction à la récente approbation le 3 mai de l'acceptation de l'homosexualité au sein de l'Église méthodiste mondiale à l'issue de sa conférence générale de Charlotte aux États-Unis. Le point dans cet élément. Suite aux conclusions de la conférence générale de l'Église méthodiste unie, tenue aux États-Unis du 23 avril au 3 mai 2024, autorisant le mariage pour tous, l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire décide de se désolidariser de cette décision qui, selon elle, ne repose sur aucune valeur biblique et disciplinaire. En conséquence, la conférence annuelle de Côte d'Ivoire a, à l'unanimité des délégués, adopté la résolution suivante: que le nouveau profil de l'Église méthodiste unie, issu de la conférence générale de Charlotte, qui se démarque des Saintes Écritures, ne convient plus à la conférence annuelle de Côte d'Ivoire. Par conséquent, la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire décide de sortir de la dénomination Église méthodiste unie. Le très révérend Isaac Gossé a fait savoir qu'une notification sera transmise aux autorités concernées. Direction Séoul en Corée du Sud où se tient la première édition du sommet Corée du Sud-Afrique. Le chef de l'État sud-coréen Yoon Suk-yeol a réaffirmé à l'ouverture des travaux ce lundi la volonté de son pays d'accroître l'aide au développement aux pays africains. Séoul souhaite aussi investir massivement dans le secteur minier afin de pérenniser sa chaîne d'approvisionnement pour son industrie. Le président sud-coréen s'engage à accroître l'aide et les liens miniers avec l'Afrique. Dans un discours prononcé à l'occasion du sommet Corée-Afrique qui se tient à Séoul, M. Yoon Suk-yeol a fait part de sa volonté de poursuivre une coopération plus profonde avec la région, notamment sur les minéraux et les technologies critiques. Cet élan interviendrait dans le but d'améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement du pays dans des secteurs clés tels que les batteries. Afin de stimuler la coopération avec l'Afrique, la Corée du Sud augmentera l'aide publique au développement à environ 10 milliards de dollars jusqu'en 2030. De même, afin d'encourager le commerce et les investissements sud-coréens dans la région, la Corée du Sud fournira 14 milliards de dollars de financement à l'exportation.
Des représentants de 48 pays africains, dont 25 chefs d'État, participent à ce sommet de 2 jours autour de discussions sur le commerce et l'investissement. Les échanges avec les pays africains représentent actuellement moins de 2% du total des importations et des exportations de la Corée du Sud. Offensive diplomatique russe à Conakry en Guinée. Ce lundi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'est rendu dans la capitale guinéenne dans l'objectif de renforcer les relations pluridécennales entre son pays et la Guinée-Conakry. Sergueï Lavrov est arrivé lundi à Conakry. La capitale guinéenne est la première étape de la tournée du chef de la diplomatie russe en Afrique. Moscou renforce depuis des années son influence sur le continent, une tendance accentuée par son isolement sur la scène occidentale depuis le début du conflit en Ukraine. Niger, Burkina Faso, Mali et autres, ces pays par exemple ont jeté leur dévolu sur la Russie, tournant de facto le dos à la France, leur allié traditionnel. La Russie est devenue entre 2018 et 2022 le premier exportateur d'armes en Afrique, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Elle est aussi le premier fournisseur de blé du continent à l'échelle mondiale. En juillet de l'année dernière, s'est déroulé le 2e sommet russo-africain à Saint-Pétersbourg, une messe qui depuis 2019 passe en revue la coopération entre Moscou et l'Afrique. L'Élysée peut respirer un bon coup dans sa tentative de se repositionner en Afrique. Tous les auteurs de coups d'État sur le continent ne sont pas russophiles, comme en témoigne la trajectoire diplomatique de Brice Oligui Nguema, qui préfère opter pour un renforcement des liens avec Paris plutôt que de suivre la tendance du rapprochement avec la Russie. Démonstration a été faite lors de sa récente visite dans la capitale française. L'analyse dans ce dossier. Poignée de mains chaleureuses, souris affichées devant les caméras. Entre Emmanuel Macron et le dernier des putschistes africains, le courant passe plutôt bien. Sur le perron de l'Élysée ce vendredi 31 mai, le général gabonais Brice Oligui Nguema, tombeur du régime Bongo, dont il a brutalement mis fin à la dynastie en fin août 2023, vient de sceller des partenariats économiques stratégiques. Les deux chefs d'État semble déterminé à renforcer les relations franco-gabonaises. Contrairement à ses homologues du Sahel, qui tous ont pris leur distance d'avec Paris pour amorcer la valse des amoureux avec Moscou, le natif du Haut-Ogooué opte pour la continuité. Visiblement, la démarcation ostensible de l'homme fort de Libreville s'explique, selon Laurent Monti, par les contextes absolument différents dans lesquels les putschs au Sahel et au Gabon sont intervenus. Je commencerai par dire que c'est une erreur de comparer le coup d'État au Gabon à ceux du Sahel, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, parce que les contextes sont différents. Au Mali, au niveau du Sahel, il y a un enjeu sécuritaire important qui justifie ces coups d'État, alors qu'au Gabon, ce sont des enjeux plutôt gabonais. D'ailleurs, la plupart des Gabonais considéraient que le régime d'Ali Bongo incarnait plutôt ce terrorisme qui balafrait la démocratie gabonaise, et c'est ce qui exprime le soutien populaire et spontané dont a bénéficié le CTRI. Et puis, deuxièmement, il faut comprendre l'objet même du coup d'État à travers le nom même du CTRI, c'est le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Donc au Gabon, ce sont les institutions qui ont failli et donc il faut les restaurer. Et ce qui explique notamment d'ailleurs les institutions au niveau de la gouvernance électorale, la Cour constitutionnelle et même le Parlement. Toutes ces institutions ont failli à la protection de la démocratie gabonaise, ce qui a justifié ce coup d'État. Troisièmement, comme je l'ai dit, ce coup d'État répond à des considérations, des problèmes gabonais. On parle de mauvaise gouvernance, on parle de l'état calamité des routes, des problèmes d'accès à l'eau, à l'électricité, le système éducatif et social en lambeaux, une mauvaise redistribution des richesses. Donc, tous ces problèmes-là sont véritablement liés à ce que les Gabonais vivent au quotidien depuis plus de 20 ans. Et quatrièmement, il faut dire que même si la question de la fermeture de la base militaire française a été posée lors du dialogue national inclusif qui a eu lieu il y a quelques semaines, il ne faut pas l'inscrire dans un contexte de tension récurrente avec Paris comme on a pu le voir au Sahel. 739 milliards de francs CFA d'accords d'investissement conclus à l'issue du premier forum économique France-Gabon. La moisson est bonne et surtout concrète pour un régime peu enclin à l'aventurisme diplomatique, malgré l'effervescence hystérique qui incite à la tentation systématique à vilipender la France néocolonialiste pour reprendre la rhétorique anti-française en vogue sur le continent.
Retour sur le drame de Shakahola au Kenya, plus d'un an après la découverte dans cette forêt du sud du Kenya de centaines de corps de fidèles chrétiens évangéliques voués au suicide sur incitation de leur pasteur convaincu que par le jeûne ils pouvaient rencontrer Jésus. Les fouilles ont repris sur le site. 429 corps avaient déjà été exhumés à l'arrêt des fouilles en 2023. Les précisions de la rédaction d'Africa News. Il y a un an au Kenya, des fosses communes contenant des corps d'adeptes de sectes évangéliques étaient découvertes dans la forêt de Shakahola. Ce lundi marque la reprise et le lancement de la phase 5 des fouilles. Ici, le pasteur Mackenzie prêchait de jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus. Le bilan des exhumations a fait état de 429 cadavres, mais faute de place à la morgue, les enquêteurs ont été contraints de suspendre les recherches. Le service des enquêtes criminelles entend fouiller 34 nouvelles fosses communes. Sur les corps déjà retrouvés, seuls 34 ont pu être identifiés et rendus aux familles. Le massacre de Shakahola a déjà fait presque 2 fois plus de victimes que l'attaque terroriste la plus meurtrière au Kenya. Dans cette affaire, le pasteur Paul Mackenzie et ses co-accusés ont été inculpés en début d'année. Ils devront répondre de plus d'une dizaine de chefs d'accusation dont homicide involontaire, terrorisme, torture et cruauté sur enfants. Le procès pour terrorisme devrait démarrer le 8 juillet prochain. On s'intéresse à présent au quotidien des Gomatraciens. Comment les populations de la capitale du Nord Kivu au Congo parviennent-ils à vivre malgré le risque d'embrasement qui menace avec l'avancée des combats? TV5 Monde y a réalisé un reportage qui nous montre la résilience des populations locales. Le rituel de la mise en beauté. Lorsqu'elle sort le samedi soir, Francine Chasta s'apprête avec soin avant de retrouver des amis dans l'un des nombreux bars ou boîtes de nuit de Goma. Cette entrepreneuse de 29 ans vit avec ses petits frères dans le quartier de Katindo. En ce moment, plus encore, elle saisit toutes les occasions de s'échapper du quotidien et de faire la fête. C'est très important parce que, certes, il y a la guerre et ça dure depuis 30 ans. Donc, si on se prive ce genre de moments, on risque de ne jamais les avoir. On essaye de survivre malgré les conditions. On essaie aussi de renforcer les liens d'amitié et tout, et de partager aussi nos peines. Parce que lorsqu'on se retrouve comme ça, lorsqu'on s'amuse, on profite entre amis de partager nos douleurs, on profite aussi de déstresser, et notre santé mentale en a besoin. Je suis en route. Direction le quartier d'Imbi et le Top 5, un grand bar dansant assez récent de Goma. On y danse, on y boit, on y mange jusqu'au petit matin. Au programme, ce soir-là, des artistes locaux se relaient sur scène. Willow Miller est l'un des plus populaires du moment dans le Nord Kivu et pour lui aussi, chanter en cette période de guerre a tout son sens. Alors moi qui donne le message de la paix, je suis motivé de toujours donner les grands messages devant une grande personne, devant la foule, toujours ce message de paix. C'est ça qui me motive moi. Les fêtards sont là, mais moins nombreux que d'habitude. Des combats ont eu lieu à Saké, à moins de 30 km de Goma, en fin de semaine passée. Mais malgré les incertitudes et les fins de mois parfois difficiles, le propriétaire des lieux n'a pas imaginé une seconde fermer boutique. Il estime que son bar a une vraie utilité sociale en ces temps de guerre. Il y a la musique, il y a le football, il y a l'église qui unit beaucoup plus les gens. Et je pense qu'à travers la musique, on peut unir beaucoup plus de personnes pour que les gens puissent comprendre que malgré tout ce qui se passe à l'est du pays, malgré tout ce qui se passe à Goma, mais les gens peuvent facilement s'amuser, les gens peuvent facilement se déstresser. Nous essayons un peu de montrer au monde que, à part la guerre, à part l'M23, il y a la vie à Goma. La ville de Goma compte 2 millions d'habitants et une centaine de bars de nuit, toujours ouverts. Hors du continent, en Haïti, le Premier ministre désigné par le Conseil de transition Gary Conil a été officiellement investi ce lundi lors d'une cérémonie de prestation de serment à Port-au-Prince. Sa mission, restaurer la stabilité dans un pays miné par les gangs. Reportage.
En Haïti, Gary Conille a officiellement pris fonction lundi. Le Conseil présidentiel lui a remis l'ampliation de l'arrêté le nommant lors d'une brève cérémonie à la résidence présidentielle à Port-au-Prince. Arrivé samedi dans la capitale, celui qui a déjà occupé cette fonction de Premier ministre de 2011 à 2012 a pris la mesure de la tâche qui lui incombe et a invité les différentes parties à travailler ensemble. De ce mandat, ce qui sera assez intéressant pour les populations haïtiennes, c'est d'arriver à mettre de côté nos différends politiques pour l'intérêt supérieur de la nation. La tâche qui attend Gary Conille est colossale. Il devra rétablir l'ordre dans un pays gangréné par les gangs. Pour cela, il pourra compter sur une force multinationale dont le déploiement se fait toujours attendre. Enfin, en Iran, c'est ce lundi 3 juin qu'a pris fin la période de dépôt des candidatures en vue de la présidentielle anticipée du 28 juin, suscitée par la mort brutale d'Ebrahim Raïssi le 19 mai. Parmi les prétendants à la magistrature suprême, l'ex-président Mahmoud Ahmadinejad. Le point dans ce reportage. En Iran, la période de dépôt de candidature pour les élections présidentielles du 28 juin prend fin ce début de semaine. Plusieurs personnalités ont pu déposer leur candidature pour cette élection anticipée. Parmi elles, Saïd Jalili, l'ancien négociateur nucléaire et chef de l'organe suprême de sécurité du pays, a été l'un des premiers candidats à se lancer dans la course dès le premier jour de dépôt. L'ancien président ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad a également déposé sa candidature en fanfare dimanche, ainsi que le conservateur Ali Larijani, âgé de 66 ans. Il s'était positionné comme un candidat pragmatique lors du scrutin de 2021 qui avait vu l'élection d'Ebrahim Raïssi. Pour pouvoir candidater, selon la loi électorale iranienne, les postulants doivent être âgés de 40 à 75 ans, titulaires d'au moins un master universitaire et peuvent être ou non membres du clergé. Pour ce scrutin présidentiel initialement prévu en 2025, les candidats sont approuvés par le Conseil des gardiens de l'Iran. L'institution composée de 12 membres n'a jamais accepté de femmes ou de personnes appelant à un changement radical dans la gouvernance du pays. Le Conseil des gardiens de la Constitution, contrôlé par les religieux ultra-conservateurs, chargé de filtrer les candidats, devra publier la liste définitive des candidats le 11 juin. Dès lors, une courte campagne de 2 semaines se déroulera. C'est ici que s'arrête l'édition de l'information de ce mardi sur Atous Télévision. Merci de votre attention. On se dit au revoir et à bientôt.